C'était juste après l'aube, le 23 décembre 1944, lorsqu'un commandant de char allemand près du village de Houghton en Belgique ressentit quelque chose de profondément anormal, mais ne put l'expliquer. La route devant lui était calme, presque paisible, avec du givre accroché aux arbres et un brouillard léger suspendu au-dessus des collines des Ardennes. Son Tigre royal, pesant près de 70 tonnes, trônait comme une forteresse d'acier. Son canon massif de 80 mm pointait vers l'avant, confiant et imparable. Pendant des mois, on avait dit aux équipages allemands que les Américains ne possédaient rien qui puisse les arrêter de manière fiable à longue distance. Et pourtant, quelque part au-delà du brouillard, une menace invisible était déjà en train de viser. Si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous maintenant et commentez ci-dessous. Au même moment, à moins de 3 km de là, un groupe de servants de chasseurs de chars américains était accroupi à l'intérieur d'un véhicule à blindage léger qui ne ressemblait en rien à un char lourd. Il n'avait pas de toit de tourelle, pas de blindage épais et aucune réputation. La plupart des officiers allemands n'avaient même jamais entendu son nom. C'était le M36 Jackson et monté à l'intérieur de sa tourelle ouverte se trouvait un long canon de 90 mm dont peu de commandants ennemis croyaient à l'existence sur le champ de bataille. Les hommes à l'intérieur connaissaient la vérité. Ils savaient aussi que s'ils étaient repérés en premier, ils ne survivraient pas assez longtemps pour tirer un second coup. Le M36 Jackson était entré en combat discrètement fin 1944, presque inaperçu au milieu du chaos des fronts qui s'effondraient et des contre-attaques allemandes désespérées. Ce n'était pas une machine glamour. Il n'inspirait pas confiance au premier regard. Son blindage était suffisamment mince pour qu'un impact proche puisse blesser l'équipage avec des éclats. La tourelle ouverte signifiait que la neige, la pluie et les éclats d'obus pouvaient se tomber directement à l'intérieur. Mais le canon changeait tout. Le canon M3 de 90 mm était la même arme utilisée sur le char lourd Pershing, capable de percer le blindage allemand à des distances qui choquèrent même les commandants américains lorsqu'ils virent les premiers résultats des tests. À l'hiver 1944, les forces américaines en Europe avaient appris de douloureuses leçons sur le blindage allemand. Les Sherman avaient eu du mal contre les Panthers et les Tigres depuis la Normandie. Les équipages de chars connaissaient le son des canons allemands et les craignaient. Un Panther pouvait détruire un Sherman avant même que l'équipage américain ne réalise qu'il était sous le feu. Le Tigre royal, introduit en petit nombre, était encore pire. Son blindage frontal était presque immunisé contre la plupart des canons alliés. Les équipages allemands se sentaient intouchables. Beaucoup croyaient être invincibles au-delà de 450 mètres. Cette croyance allait bientôt être brisée. Le M36 fut mis en service en urgence parce que les commandants étaient désespérés. Les rapports de France et de la forêt de Hürtgen montraient clairement que les chasseurs de chars existants ne pouvaient pas vaincre de manière fiable le blindage lourd allemand à distance. Le M10 et le M18 étaient rapides et agressifs, mais leurs canons manquaient de la puissance d'arrêt nécessaire contre les dernières conceptions allemandes. Les ingénieurs prirent le châssis éprouvé du M10 et le dotèrent du puissant canon de 90 mm. Il y avait peu de temps pour le perfectionnement. Les équipages s'entraînèrent rapidement, apprenant souvent en déplacement alors que les Allemands préparaient pendant leur dernière offensive majeure à l'ouest. Lorsque l'attaque allemande commença le 16 décembre 1944, les Ardennes explosèrent dans le chaos. Les routes couvertes de neige se remplirent d'unités américaines en retraite. Les lignes de communication tombèrent en panne. Le blindage allemand avança sous le couvert du brouillard et du mauvais temps, exactement comme leur planificateur l'avait prévu. Les Tigres royaux traversèrent les villages, écrasant les barrages routiers et dispersant l'infanterie. Beaucoup de soldats américains croyaient que rien ne pouvait les arrêter. Mais dispersés parmi les lignes défensives se trouvaient-ils de petits groupes de M36 Jackson, attendant tranquillement, utilisant le terrain, la patience et la portée comme leurs armes. L'un de ces équipages appartenait au 703e bataillon de chasseurs de chars, positionné près de la rivière Ourthe. Leurs ordres étaient simples et terrifiants. Tenir la ligne,
retarder l'avancée allemande à tout prix. Le sergent William Macmillan, un vétéran des combats précédents en France, commandait l'un des M36. Il savait que son véhicule ne pouvait pas échanger des coups avec un Tigre royal de près. La force du Jackson était la distance. S'il pouvait voir l'ennemi en premier et si la portée était bonne, le 90 mm pouvait faire ce qu'aucun canon de Sherman ne pouvait accomplir de manière fiable. Alors que le brouillard se levait légèrement ce matin-là, le tireur de Macmillan repéra un mouvement sur une crête lointaine. À travers des jumelles, la forme reconnaissable d'un tigre royal émergea. Sa tourelle massive balayait lentement la vallée. La portée était longue, près de 2500 mètres selon leur estimation. Dans des circonstances normales, tirer à cette distance aurait été considéré comme inutile, mais le canon de 90 mm changeait les règles. L'équipage travailla en silence, chaque homme concentré sachant qu'une erreur les tuerait tous. Le premier coup craqua dans l'air froid, un son aigu et plat, différent du grondement plus profond des canons allemands. Le projectile vola pendant plusieurs secondes avant de frapper la tourelle du Tigre royal. Au début, rien ne sembla se produire. Puis de la fumée jaillit du point d'impact. Le char allemand s'arrêta. Sa tourelle se figea sur place. À l'intérieur, l'équipage avait été touché par quelque chose qu'il n'avait jamais attendu. Une pénétration à cette portée était censée être impossible. En quelques instants, des flammes jaillirent du pont moteur. Le Tigre royal était mort. Plus loin sur la ligne, un autre commandant de char allemand regarda avec incrédulité son véhicule de tête brûlé. Il ordonna à son équipage de chercher des chars ennemis, s'attendant à des Sherman ou des chasseurs de chars à moins d'1,5 km. Ce qu'il n'attendait pas, c'était la mort venant d'au-delà de la certitude visuelle. Avant qu'il ne puisse réagir, un autre projectile de 90 mm s'écrasa dans sa coque. Celui-ci ne pénétra pas, mais il choqua l'équipage et les força à s'arrêter. L'impact psychologique fut immédiat. Le sentiment d'invulnérabilité disparut. Les rapports allemands de cette semaine montrent confusion et frustration. Les équipages décrivirent avoir été engagés à des distances extrêmes par une arme américaine inconnue. Certains crurent qu'il s'agissait d'un nouveau char lourd, d'autres pensèrent qu'il pouvait s'agir de canons navals tirant depuis des positions cachées. La vérité était plus simple et plus humiliante. Des chasseurs de chars américains à blindage léger tuaient les chars les plus redoutés d'Europe sans jamais entrer en combat rapproché. Les équipages du M36 payèrent un prix pour chaque succès. Lorsque l'artillerie allemande trouvait leur position, les tourelles ouvertes devenaient des pièges mortels. Les éclats d'obus déchiraient les servants exposés. Les tirs de mitrailleuses forçaient les commandants à garder la tête baissée, mais le canon continuait de tirer. Chaque char allemand détruit achetait un temps précieux, les routes s'encombraient d'épaves, les colonnes de ravitaillement s'arrêtaient, le calendrier allemand glissait heure par heure, kilomètre par kilomètre. Le 24 décembre, près du village de Manei, une autre unité de M36 tendit une embuscade à une colonne de blindés allemands, se déplaçant le long d'une route étroite, bordée de champs gelés. Utilisant des portées prémesurées et des points de repère, les Jackson ouvrirent le feu depuis près de 2700 mètres. Un Tigre royal après l'autre fut touché, certains désactivés, d'autres détruits complètement. L'infanterie allemande se dispersa, incertaine de la provenance du tir. La route devint un cimetière d'acier. La nouvelle se répandit rapidement parmi les unités américaines. Le M36 n'était plus une machine inconnue. Les équipages chuchotaient sur sa puissance, sa portée et son danger. Les commandants commencèrent à les placer sur les hauteurs derrière les crêtes, couvrant les longues approches. Le Jackson devint un tireur d'élite, pas un bagarreur. Son rôle était clair. Tuez l'ennemi avant qu'il ne sache que vous êtes là. Pour les Allemands, le choc fut profond. Leur doctrine reposait sur la supériorité blindée et la domination psychologique. Lorsque cette domination échoua, le moral se fissura. Les commandants de chars devinrent prudents. Les avancées ralentirent. Les demandes de reconnaissance augmentèrent. La peur qui avait autrefois appartenu aux équipages américains s'insinua maintenant dans les esprits allemands. Quelque part là-bas, invisible, se trouvait un canon qui pouvait les tuer au-delà de leur propre portée efficace. Alors que la veille de Noël approchait, la neige s'épaissit et les combats s'intensifièrent.
la bataille des Ardennes atteignait sa phase la plus désespérée. Les pénuries de carburant allemandes s'aggravèrent. La puissance aérienne alliée attendait des cieux dégagés, et cachés parmi les forêts et les collines, les M36 Jackson continuaient leur travail mortel, réécrivant les règles de la guerre blindée, un tir à longue portée à la fois. Ce que les Allemands ne comprenaient toujours pas pleinement, c'était que ce n'était que le début. Le canon de 90 mm avait plus de surprises à livrer, et les équipages du M36 gagnaient en confiance à chaque engagement. Le mythe du tigre royal invincible mourait dans l'air froid des Ardennes, et il était tué par une arme que la plupart des commandants allemands ne savaient même pas devoir craindre. Le matin de Noël, 25 décembre 1944, les Ardennes ne ressemblaient plus à un champ de bataille surprise. Elles ressemblaient à un test lent et éprouvant des nerfs. La neige tombait régulièrement, étouffant les sons et cachant les mouvements. Les colonnes allemandes poussaient de toujours vers l'ouest, mais la vitesse avait disparu. Chaque route ouverte semblait maintenant dangereuse, chaque ligne de crête semblait surveillée. Quelque part là-bas, des canons américains attendaient, et les équipages de chars allemands ne faisaient plus confiance à la distance pour les garder en sécurité. Près de Bastogne, des éléments du 814e bataillon de chasseurs de chars repositionnaient leur M36 Jackson sous des ordres émis juste après minuit. Le message était bref et urgent. Du blindage lourd allemand avait été repéré, se déplaçant vers des carrefours clés au sud de la ville. Les Américains n'avaient pas beaucoup de chars à épargner et les unités d'infanterie étaient épuisées. Une fois de plus, le fardeau retomberait sur quelques véhicules à blindage léger avec de très longs canons. Le lieutenant Charles Weaver, à peine 24 ans, commandait une section de 2 M36 surplombant une vallée gelée près du village de Cibray. Weaver avait étudié le terrain attentivement. Il choisit des positions de tir qui permettaient de longues lignes de vue, mais offraient des voies d'évacuation rapides. Ses équipages se retranchèrent, utilisant la neige et les broussailles pour briser les contours de leurs véhicules. Ils connaissaient maintenant la procédure, tirer en premier, tirer loin, se déplacer immédiatement. Juste après 10 heures du matin, le blindage allemand apparut. 2 tigres royaux et plusieurs panthères avançaient prudemment le long du fond de la vallée, l'infanterie montée sur leur pont. Les Allemands étaient maintenant alertes. Les tourelles balayaient constamment, mais même les équipages alertes ne pouvaient pas voir ce qu'ils n'attendaient pas. La portée était extrême, juste au-dessus de 2400 mètres. Weaver n'hésita qu'un instant. Il donna le signal. Le premier projectile de 90 mm frappa le tigre royal de tête juste sous l'anneau de tourelle. La pénétration fut partielle, mais elle bloqua la tourelle et blessa le tireur à l'intérieur. Le deuxième coup vint quelques secondes plus tard, cette fois perçant le blindage latéral alors que le char commençait à tourner. Les flammes éclatèrent presque instantanément. L'infanterie allemande sauta des ponts et courut se mettre à couvert, glissant sur la glace, alors que les tirs de mitrailleuses criblaient la neige autour d'eux. Le second tigre royal tenta de reculer, son moteur rugissant, mais un autre projectile de 90 mm s'écrasa dans le blindage arrière. Cette fois, la pénétration fut complète, le char trembla et s'arrêta. De la fumée jaillit, suivie de feu. Les Panthers se dispersèrent, tirant aveuglément vers la ligne de crête. Leurs obus tombèrent court. Les M36 s'étaient déjà déplacés, disparaissant derrière la colline avant que les tireurs allemands ne puissent ajuster leur visée. Des rencontres comme celle-ci se répétèrent à travers le saillant. Le M36 Jackson ne combattait pas souvent, mais quand il le faisait, les résultats étaient décisifs. Les rapports d'après-action allemands de fin décembre décrivent de lourdes pertes dues à des tirs américains à longue portée qui ne pouvaient en être retracés avec précision. Certains commandants crurent que les Américains avaient déployé un nouveau char lourd en secret. D'autres soupçonnèrent des canons anti-chars fixes d'un calibre inhabituellement grand. Très peu identifièrent correctement le M36 et encore moins comprirent à quel point leurs chars lourds prisés étaient devenus vulnérables. La clé était les munitions. Fin 1944, l'industrie américaine avait résolu un problème critique.
Les nouveaux projectiles perforants pour le canon de 90 mm, y compris les munitions HVAP, pouvaient percer même le blindage épais d'un Tigre Royal dans les bonnes conditions. Ces projectiles étaient rares et les équipages avaient ordre de les économiser pour les cibles les plus lourdes. Lorsqu'ils étaient utilisés correctement, ils transformaient le M36 en un véritable tueur de chars. Le 30 décembre, près de la ville de Marche, un M36 du 72e bataillon de chasseurs de chars enregistra l'une des destructions confirmées les plus longues de la guerre. Utilisant une crête comme couverture et tirant en descente, l'équipage engagea un Tigre Royal stationnaire à un peu moins de 2700 mètres. Le premier projectile frappa le mantelet et ne pénétra pas. Le deuxième toucha plus bas, exploitant un angle faible. Le troisième projectile perça le blindage latéral. Le char allemand brûla pendant des heures, visible à des kilomètres. Le 1er janvier 1945, l'élan avait basculé. Les avions alliés retournèrent dans les cieux. Les pénuries de carburant paralysèrent les mouvements allemands. Les routes jonchées de véhicules détruits ralentirent chaque avancée. Et derrière beaucoup de ces épaves se trouvait le travail discret des équipages du M36 qui recevaient rarement de l'attention à l'époque. Ils ne chargeaient pas en avant, ils ne se battaient pas en duel à courte portée. Ils attendaient, observaient et frappaient depuis une distance que l'ennemi pensait sûre. L'effet psychologique sur les équipages allemands fut sévère. Les commandants de Tigre Royal, autrefois agressifs, hésitaient maintenant avant de se déplacer en terrain découvert. Les demandes d'écran d'infanterie augmentèrent. Les progrès ralentirent titanade davantage. Dans la guerre blindée, l'hésitation est souvent fatale. Les Allemands ne pouvaient plus se le permettre. Les unités d'infanterie américaines remarquèrent immédiatement le changement. Là où les chars lourds avaient autrefois avancé avec confiance, ils s'arrêtaient maintenant, sondaient et se retiraient. Le moral s'améliora. Les soldats qui s'étaient sentis impuissants face au blindage allemand croyaient maintenant que l'ennemi pouvait être battu. Le M36 fit plus que détruire des chars. Il restaura la confiance à un moment critique. Malgré son succès, le M36 restait un véhicule dangereux pour son équipage. L'artillerie et les mortiers allemands firent un tribut constant. Les tourelles ouvertes offraient peu de protection contre les explosions aériennes. Les tirs de mitrailleuses forçaient les commandants à garder la tête baissée. L'exposition hivernale causait gelure et épuisement. Les équipages dormaient dans leurs véhicules, mangeaient des rations froides et restaient alertes pendant des jours d'affilée. Mais ils savaient que leur rôle comptait. Chaque destruction à longue portée sauvait des vies plus près du front. Alors que janvier avançait, l'offensive allemande s'effondra complètement. La bataille des Ardennes se termina non par une reddition dramatique, mais par une lente retraite. Les chars détruits furent abandonnés là où ils se trouvaient. Réservoirs de carburant vides, moteurs silencieux. Parmi eux se trouvaient des dizaines de Tigres royaux, beaucoup mis hors de combat par des canons que les Allemands n'avaient jamais cru pouvoir les atteindre. Dans les mois qui suivirent, le M36 Jackson continua de servir à travers l'Europe. Il soutint les avancées en Allemagne, couvrant le terrain découvert et gardant les flancs. Sa réputation grandit parmi les unités américaines, même s'il ne devint jamais célèbre aux yeux du public. Les équipages de chasseurs de chars savaient ce qu'ils avaient accompli. Ils avaient affronté le véhicule blindé le plus redouté de la guerre et l'avaient battu selon leurs propres termes. Après la guerre, les historiens débattraient des portées exactes et des engagements spécifiques. Certaines affirmations seraient questionnées, d'autres confirmées, mais la vérité plus large restait inchangée. Le M36 Jackson, armé de son canon de 90 mm, brisa un mythe dangereux. Le blindage lourd n'était pas invincible. La distance n'était plus la sécurité. Et dans les forêts gelées des Ardennes, une arme américaine discrète aida à décider du sort d'une campagne entière. Les Allemands ne comprirent jamais vraiment ce qui les avait frappés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et pour les équipages du M36, c'était exactement comme cela devait être. Si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous maintenant et commentez ci-dessous.